Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Barthélémy Diaz veut un procès juste et équitable alors que le maire de Mermoz-Sacré-Cœur se dit victime d'un complot. Il demande au ministre de la Justice de réunir toutes les conditions pour la tenue de son procès. Ce mercredi, les députés étaient convoqués en séance plénière pour la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc. Elle est chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. Nous serons en ligne avec Moustapha Diakhaté, député de la majorité et président de cette commission. Le syndicat des travailleurs de la justice décrète 72 heures de grève. Il dénonce des blocages dans les négociations avec le gouvernement. Les syndicalistes menacent de passer à la vitesse supérieure si l'État ne respecte pas ses engagements. Lutte contre le virus du sida. Au Sénégal, l'accès aux antiviraux est estimé à 49% par le Conseil national de lutte contre le VIH. Ce mercredi, un plan d'urgence de riposte a été dévoilé. Objectif, atteindre les 90% en 2020. Situation en voie d'amélioration pour les travailleurs de l'UCG de Saint-Louis. Sans salaire depuis 3 mois, ils devraient bientôt rentrer dans leur fonds. C'est la promesse du coordonnateur de Robotech qui assure que c'est l'État qui doit 4 mois de salaire à son entreprise. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. 72 heures de grève décrétées par le syndicat des travailleurs de la justice. Les syndicalistes dénoncent les blocages des négociations avec le gouvernement. Selon le secrétaire général du Sytjust, l'heure est grave et la situation des greffiers alarmante. Face à la presse, les travailleurs de la justice appellent l'État au respect des engagements signés. Sinon, ils menacent de passer à la vitesse supérieure en décrétant une grève illimitée. Mamadou Fall et Mohamed Dian. Plus question de dialoguer en un point finir, c'est le mot d'ordre que s'est passé les agents du service public de la justice. Le Sytjust passe à la vitesse supérieure et entame son 5e plan d'action par une grève de 72 heures. Nous sommes en grève pour protester contre le non-respect des engagements que le gouvernement a pris avec le Sytjust le 8 août. Aujourd'hui, tout ce que le gouvernement avait pris comme engagement est en train d'être saboté par les techniciens qui siègent dans les commissions qui doivent produire les conclusions éclairantes pour le gouvernement. Un mot d'ordre de grève décrété afin d'amener l'État à respecter ses engagements. Le signal que nous avons envoyé aujourd'hui sera suffisamment fort pour que le gouvernement puisse avoir la bonne attitude, c'est-à-dire revenir à la table de négociation avec le Sytjust pour évaluer tout ce qui a été fait dans ces commissions. La précarité dans laquelle ils vivent pousse certains même à démissionner. Rien que 2016, 10 greffiers ont rendu le tablier. Il y a des départs massifs de ces bras qui doivent faire fonctionner la justice. Il y a cette année-ci, rien qu'en 10 mois, on a enregistré le départ de 10 greffiers. En moins de 5 ans, on a enregistré le départ de 40 greffiers. Les agents de service public de la justice ont déclaré qu'ils avaient toujours tenu compte des difficultés engendrées par leur mouvement d'humeur. Cette fois-ci, ils ne reculeront pas et comptent même décréter une grève illimitée. Affaire Barthélémy Diaz, cité dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. C'était en 2011. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur demande un procès juste et équitable. Selon Barthélémy Diaz, le ministre de la Justice trame un complot contre sa personne. Le député socialiste demande au garde des Sceaux de réunir toutes les conditions pour la tenue du procès. Plus de détails, c'est avec Chartidiane Dion et Mardian. Barthélémy Diaz se réjouit de la mise en place de la commission ad hoc devant réfléchir sur la levée ou non de son immunité parlementaire, mais demande au ministre de la Justice de garantir un procès juste et équitable. Aujourd'hui, j'ai décidé de participer à ce processus parce que je pense que tout de même, il faut qu'on respecte aussi l'Assemblée nationale. Et je pense que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est allé sur le plateau de la télévision nationale
pour m'accuser en disant que j'ai fait des choses très graves. Je pense que le ministre de la Justice aujourd'hui, c'est lui qui est à l'origine de la saisine du bureau de l'Assemblée. Et je pense qu'il doit avoir l'aimabilité et la courtoisie de venir tout de même donner à l'Assemblée nationale les garanties d'un procès juste et équitable. Des levées d'immunité parlementaire dans le passé, Barthélémy en cite des dossiers classés sans suite. Les commanditaires de cette attaque sont là, ils ne sont pas morts et ils ne bénéficient pas d'immunité de quelque nature que ce soit. Je rappelle qu'il n'y a pas d'immunité pour des anciens présidents de la République, il n'y a pas d'immunité pour les anciens ministres. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas d'immunité pour les anciens gardes du corps du président de la République. Et ce qui est triste, c'est qu'il n'y a aucune levée d'immunité parlementaire qui a été faite de façon, je dirais, objective et qui a atteint son objectif recherché. On s'est retrouvé avec des compromis politiques, avec des rapprochements politiques. J'ai déjà dit que je ne suis aucunement disposé ni disponible à soutenir le président Macky Sall parce que nous ne partageons pas la même vision du Sénégal. Il donne également son avis sur les 11 parlementaires qui composent la commission. L'ancien secrétaire élu fait confiance à ses collègues. Et en examinant la liste des 11 députés qui ont été choisis, je pense que ce sont 11 députés qui peuvent valablement faire le travail. Et j'ai demandé à la plupart de mes collègues présents dans la salle de voter pour la mise en place de la commission ad hoc, parce que je considère que nous devons mettre la justice à l'aise, mais le ministre de la Justice, qui s'est permis de m'accuser publiquement sur un plateau de la télévision nationale, il faut qu'il dise aux Sénégalais où sont les commanditaires. Il ne faut pas que l'Assemblée nationale suive un ministre de la Justice qui confond politique et justice. Le rapport de la dite commission attendu vendredi prochain pour sa ratification au cours d'une séance plénière. En attendant, Barthélémy affiche assurance et sérénité. Et puis les députés convoqués ce mercredi en séance plénière pour la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Moustapha Diakhaté, député socialiste à l'Assemblée nationale, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar et président de la commission ad hoc. Monsieur le député, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Monsieur le député, vous êtes à la tête de la commission ad hoc qui vient d'être mise en place. Monsieur Diakhaté, avez-vous rencontré des difficultés dans la création, dans la mise en place de cette commission? Nous n'avons rencontré aucune difficulté. La mise en place d'une commission ad hoc est prévue par le règlement intérieur lorsqu'une demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député est formulée par les autorités judiciaires. Et pour ce qui concerne cette affaire, je rappelle que c'est le procureur de la République qui avait saisi l'Assemblée nationale par l'intermédiaire du ministre de la Justice pour obtenir l'autorisation de l'instruction aux fins de poursuite à l'encontre du député Barthélémy Diaz. Le président de l'Assemblée nationale, après avoir donc reçu la lettre, a convoqué le bureau de l'Assemblée nationale et nous a informé. Le bureau a pris acte de la recevabilité de la demande des autorités judiciaires. C'est dans cette lancée que la conférence des présidents a été convoquée, qui a élaboré un calendrier pour la mise en œuvre de la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz. Monsieur le député, cette commission est composée de 11 députés. Qui sont-ils ? Ces députés, la composition est au prolongeable du nombre de députés par groupe. C'est pourquoi le groupe Benno Bokk Yakaar a obtenu 8 députés. Le Parti démocratique sénégalais a obtenu 2 députés et les non-inscrits 1 député. La présidence de la commission m'a été confiée par les collègues et j'ai comme vice-président mon collègue Madame Aïda, co-président du groupe des libéraux et démocrates. Ensuite, nous avons un deuxième vice-président, à savoir l'honorable député Mar Diouf, et le troisième vice-président, l'honorable député Awa Gueye. C'est cette commission-là qui a été ratifiée aujourd'hui en plénière par l'Assemblée nationale par une écrasante majorité des députés. Comme je vous l'ai dit au départ, il ne pouvait pas y avoir de problème. Nous avons respecté la procédure parlementaire, mais il s'agit aussi
de la réalisation de la volonté qui a été longuement exprimée par notre collègue Barthélémy Diaz, qui a demandé depuis 2 ans que son immunité soit levée. Justement, monsieur le député, l'un des autres députés de l'Assemblée nationale, Chersek, affirmait que l'Assemblée nationale n'avait reçu aucune demande de levée d'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. Écoutez, vous savez que lui, il peut écrire à des députés. Il peut même écrire au président de l'Assemblée nationale en tant que député pour demander son immunité parlementaire. Cette lettre n'a jamais été étudiée par le bureau de l'Assemblée nationale, encore moins par la conférence du président. Pour la simple et bonne raison que c'est une demande irrecevable. La levée de l'immunité parlementaire ne peut pas être demandée par un député. C'est celui qui poursuit le député qui demande la levée de son immunité. Et celui qui poursuit, c'est la justice et non le député lui-même. Donc pas la procédure, mais est-ce que la demande a été faite? La demande de qui? De Barthélémy Diaz. Mais elle est irrecevable. Elle n'a pas de sens. C'est de la fanfaronnade, comme je le dis toujours. Un député ne peut pas demander à l'Assemblée de lever son immunité. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui poursuit le député qui peut demander la levée de l'immunité parlementaire. Or, celui qui poursuit le député, c'est la justice. C'est le pouvoir judiciaire, ce n'est pas le député lui-même. Donc cette demande-là n'a pas son sens. Quand maintenant, celui qui est habilité par la loi à demander la levée de l'immunité parlementaire, à savoir le pouvoir judiciaire fixe le procureur, à formuler la demande, à adresser à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée s'est réuni, la conférence des présidents s'est réunie, la commission des lois s'est réunie, et on a créé la commission maintenant pour enclencher le processus de la levée ou non de l'immunité parlementaire de l'immédiat. Donc ça lettre-là de demande, ça n'avait pas de sens, il n'y avait pas de polémique avec parce qu'elle était irrecevable. C'est lui seul qui est habilité par la loi à demander la levée de l'immunité parlementaire de l'immédiat. C'est la justice et ça a été fait. D'accord. Moustapha Diakhaté, Barthélémy Diaz, donc sur le banc des accusés dans la mort de Ndiaga Diouf en 2011, soupçonne la politisation de son procès. S'il a lieu, quelle est votre position là-dessus? Écoutez, je crois que s'il y a quelqu'un qui politise son procès, d'abord nous ne sommes pas encore à un niveau de procès. C'est lui-même. Il a exprimé des craintes, c'est des craintes qu'il a exprimées. Madame, il faut avoir de la suite dans les idées et la cohérence dans les comportements. Il ne peut pas dire urbi et orbi qu'il souhaite que son immunité soit levée. C'est-à-dire qu'il souhaite aller au jugement et aujourd'hui dire qu'il y a de la politique derrière. Mais quelle politique? En tout cas, ça ne peut pas nous concerner nous. Cette affaire a eu lieu en 2011. À l'époque, Macky Sall n'était pas au pouvoir. La justice a été saisie. Il a bénéficié d'une liberté provisoire. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le député qu'on a demandé son immunité. S'il n'était pas député, les gens allaient directement le prendre. Et d'ailleurs, s'il voulait faciliter la tâche de l'Assemblée nationale, s'il voulait accélérer le processus de son jugement, mais il aurait dit démissionner de l'Assemblée nationale, ça allait être plus simple. Donc, il n'y a aucune politisation. Il est prévu par la Constitution que lorsqu'on vous poursuit un député, que les autorités demandent la levée de son immunité parlementaire. Ça a été fait dans les règles par le procureur de la République et l'Assemblée nationale est en train de mettre en œuvre cette demande qui est prévue par la... Et ce n'est pas la première fois. Déjà, au niveau de la législative, il y a eu des levées de l'immunité parlementaire. Lors de la 11e législative aussi, il y en avait. Il y en aura toujours parce que pour poursuivre un député, il faut nécessairement obtenir l'autorisation de l'Assemblée, c'est-à-dire lever son immunité. C'est cela que nous sommes en train de faire. C'est conforme à la Constitution, c'est conforme au règlement intérieur, c'est conforme aux lois dans ce pays. Il n'y a aucune politisation. En cas où il y a politisation, c'est lui qui cherche à les politiser. Et je crois que ça ne passera pas. Merci beaucoup à vous, monsieur le député. Vous êtes président de la commission ad hoc, je le rappelle, chargée de statuer sur la demande de la levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Alors qu'il prenait part à la conférence de la Fédération PDS de France, Maître Abdoulaye Wade est revenu sur le caractère originel de l'hymne national. Selon l'ancien chef de l'État, c'est une chanson du Moyen-Âge français mise en musique par un aventurier. Pour dénoncer les propos de l'ancien chef de l'État, la coalition Benno Bokk Yakaar de France a tenu une conférence de presse. Compte rendu, c'est avec notre correspondant Ibrahima Kamara. La coalition Benno Bokk Yakaar a tenu à répondre aux propos du président Abdoulaye Wade lors d'un point de presse. Ils n'ont pas pu supporter la dernière sortie de l'ancien président, notamment sur l'hymne national du Sénégal. Moi qui suis de Djoudi Diabé, ou celui qui est de Dakar, ou celui qui est de Ndiadjan, ce qui nous unit, c'est la République. C'est pincer tous vos koras et frapper les balafons. Quel que soit le compositeur Van Peper qui l'a mis en cause, en disant que c'est un aventurier, en disant même que quand le peuple est ignorant, il a même en cause son propre peuple. D'où nous ne pouvions pas ne pas réagir parce que
le Sénégal qu'il a laissé, c'est celui qui lui est resté toujours en mémoire. Il a parlé de son père qu'il a élevé. Nous sommes des gens responsables. Son père peut être mon grand-père. Moi, je suis père. Mon père ne m'a jamais élevé dans la vengeance, dans la magnificence du pouvoir. Nos pères nous ont toujours élevés dans la tolérance, le respect, la dignité, la discipline et la générosité. C'est ce Sénégal-là que Maître Abdoulaye Wade ne connaît plus. Après 2035, il n'y aura plus de Sénégal émergent, il y aura le Sénégal développé, démocratique, républicain. Ce face-à-face avec la presse a été aussi l'occasion pour la mouvance présidentielle de mettre les points sur les i. On aurait aimé le voir animer d'autres conférences, partager son expérience dans d'autres milieux, et non pas tourner en dérision notre hymne national et pendant 12 ans, dans tous ses déplacements, cette belle jeunesse a entonné cet hymne devant tout le monde. Le Sénégal est debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique. Parlons santé à présent. Je vous le disais en titre, lutte contre le virus du sida au Sénégal. Les ruptures de médicaments et le manque de prise en charge des jeunes freinent la riposte. L'accès aux antiviraux est de 49%, un chiffre que le Conseil national de lutte contre le sida veut dépasser d'ici 2020. Ce mercredi matin, un plan d'urgence de riposte a été dévoilé. C'était lors de la revue à mi-parcours du plan stratégique 2014-2017. Plus de détails, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Léa Niafouna. Une revue, un plan stratégique 2014-2017 évalué à mi-parcours. La lutte contre le sida ainsi présentée, le Sénégal est à 49% de l'accès aux antirétroviraux. Les défis demeurent. Ce qu'on doit atteindre en 2020, c'est 90%. L'environnement discriminatoire, surtout pour les populations clés, ça c'est un goulot d'étranglement parce que si vous voulez tester des personnes MSM ou prostituées alors que la loi n'autorise pas ces pratiques, donc vous voyez que pour notre stratégie il y a un problème. Il y a également le traitement des enfants qui pose problème. La rupture de médicaments dans certains centres de distribution, un frein pour la riposte. Ces acteurs de la santé se disent conscients. Nous ne sommes pas dans des ruptures au vrai sens du terme. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'organiser la riposte. Par exemple, on peut avoir une rupture à Dakar, aller chercher du côté de Thiès. Et vous voyez aujourd'hui les médecins chefs de région et les gouverneurs, en tout cas l'administration territoriale, est venue vraiment se présenter massivement pour pouvoir régler avec nous tous les problèmes donc, qui vont surgir de cette revue. 49 milliards mobilisés pour ce plan stratégique. Au lieu de 75 milliards, le secteur privé appelé à appuyer. Il y a très certainement un gap à combler parce qu'on avait dit c'est 75% et nous avons aussi travaillé sur ce gap-là, mais nous savons que les ressources endogènes que nous devons mobiliser ne doivent pas seulement venir de l'État du Sénégal, ça doit aussi venir des partenaires, surtout du secteur privé. Le Conseil national de lutte contre le sida compte par ailleurs cibler les zones les plus exposées, une nouvelle coordination, une manière également d'accentuer la riposte. Déjà, 9 priorités sont identifiées. One Health, une seule santé, une approche intersectorielle de prévention, de détection et de riposte aux menaces de maladies infectieuses. Face aux épidémies, les 15 pays de la CEDEAO vont se réunir à Dakar du 8 au 11 novembre 2016. Objectif, harmoniser leur stratégie pour des ripostes efficaces face aux épidémies. À ce propos, je vous propose d'écouter le docteur Ibrahima Seck du ministère de la Santé. Ces propos sont recueillis par Dissa Prera. Le One Health, je vous ai dit, c'est un concept, une approche qui favorise la collaboration intersectionnelle entre la santé animale, la santé humaine et l'environnement. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut le préciser, il ne s'agit pas d'une réunion des ministères de la Santé. Il s'agit d'une réunion et des techniciens et des ministres en charge du secteur de la santé, donc de l'élevage et de la faune. Il s'agit pour les pays qui seront présents d'élaborer des stratégies nationales pour institutionnaliser, n'est-ce pas, l'approche One Health, en se référant aux recommandations du programme sanitaire mondial
du règlement sanitaire, mais aussi du processus pour rendre performants les services de santé vétérinaires. Le troisième résultat attendu, c'est qu'au niveau régional, il faudrait qu'on puisse bâtir un cadre ou bien une feuille de route qui visera à institutionnaliser aussi l'approche One Health, à favoriser, à améliorer la collaboration intersectionnelle entre les différents pays. Parlons de toute autre chose à présent, des migrations clandestines. En 2015, plus de 4000 clandestins africains ont rejoint l'Europe afin de trouver des solutions pour stopper cette vague de migration. Institutions internationales, acteurs communautaires, autorités locales et anciens immigrés clandestins se sont réunis ce mercredi autour d'un panel. La rencontre s'est déroulée à la mairie de Guédiawaye. Retour sur l'événement, c'est avec nos correspondants dans la banlieue dakaroise, Salif So et Asmalik Diop. Moustapha Diop, le président des jeunes rapatriés de Thiaroye-sur-Mer, a été aux îles Canaries à 2 reprises. À 2 fois, il a quitté son Thiaroye-sur-Mer natal pour rejoindre l'Europe à bord d'embarcations de fortune. Rapatrié, aujourd'hui, il sensibilise ses compatriotes candidats à l'immigration clandestine. On a formé notre association pour essayer de lutter contre l'immigration clandestine. Parce que tout le monde sait que l'immigration clandestine, c'est pas bon. Parce qu'à l'époque, on a perdu beaucoup de jeunes de 25 ans, de 26 ans. Mais les jeunes continuent de partir. Il faut aller là-bas à Thiaroye. Il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés la semaine dernière. Là-bas en Espagne, il y a des jeunes qui partent là-bas. Il faut qu'on mette ici en politique pour essayer de trouver quelque chose pour les jeunes. Sinon, les jeunes vont continuer de partir. Et depuis 2006, on n'a pas trouvé du travail, on n'a pas trouvé un projet, ni en formation, ni en partenaire. Sa désillusion fut grande. Toutefois, une alternative existe. Celle-ci repose sur un trépied. Formation, éducation de qualité et auto-emploi pourront retenir les vagues migratoires irrégulières. Nous savons tous que les jeunes ont un problème d'emploi au Sénégal et ce problème d'emploi-là découle d'une absence de formation et d'une absence, en tout cas, de mécanismes qui permettent d'incuber et d'absorber toute cette jeunesse-là. 200 000, dit-on toujours, qui accèdent à l'emploi chaque année. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous disons, c'est que la formation, l'éducation, c'est des pas important qu'il faudra poser sur ça pour que les jeunes accèdent à une éducation de qualité, accèdent à une formation de qualité. Mais une fois formés, il faut que les jeunes puissent entreprendre avec des financements conséquents ou être recrutés aussi par des entreprises qui sont là au Sénégal. 4165 clandestins exactement ont rallié l'Europe en 2015 selon les organisateurs du panel réunissant les principaux acteurs de l'immigration irrégulière. À Saint-Louis, après être restés 3 mois sans salaire, les travailleurs de l'UCG devraient bientôt rentrer dans leurs fonds. Suite au soutien et à la sortie du secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, le coordonnateur de Robotech promet de payer leur salaire dans les plus brefs délais. Toutefois, Serine Salandiaï assure que c'est l'État qui doit 4 mois d'arriérés de salaire à son entreprise. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop. L'État nous doit plus de 4 mois d'arriérés. Sidia Ndiaye nous a taxé d'une société bandit, c'est parce qu'il n'a rien compris. Nous sommes dans des bonnes dispositions avec l'État pour régler le problème d'ici cette fin du mois. Donc nous demandons aux camarades de rejoindre leur travail parce que c'est le travail paye. Nous employons plus de 2000 personnes, de pères de famille et de mères de famille. En fait, nous gérons les déchets au niveau de Saint-Louis et au Sénégal. Robotech en collaboration avec l'ICG. Robotech est dans les dispositions de payer dans les plus brefs délais. Et je lance un appel à tous mes camarades, à mes frères et sœurs de Robotech de rejoindre leur poste. D'ici la fin du mois, Inch'Allah, tout sera réglé. Direction le village de Ndiama Pakao, situé dans la région de Sédiou. Sur place, les populations demandent la construction d'un dara moderne pour les jeunes talibés et la mise à disposition de tracteurs pour moderniser l'agriculture. Réaction dans cette correspondance, elle est signée Bakary Conté et Salah Samb. L'éducation, la formation, une réalité en Ndiama Pakao chez Cheikh El Hadj Boukari Sada Dramé, Khalif général de la famille Dramé de Fodé Saloum Dramé. Madame Srimbifi, Cheikh El Hadj Boukari Sada Dramé. Cheikh El Hadj Boukari Dramé investit dans l'éducation. Après la formation, les talibés s'installent ailleurs pour faire la même chose. Il aide les gens à connaître leur religion. Celui qui ne connaît pas sa religion est toujours dans des problèmes. Mais le seul problème, le marabout n'a aucun soutien. Il fait tout avec ses propres moyens.
mooy sëriñ bi lépp lu mu def rek da koy def dooleem. Le Khalife et ses talibés sollicitent la construction d'un daara moderne et des tracteurs pour l'agriculture. suñu sañoon jàppale bi gën a yokk am école yu baax daara yu baax wax dëgg yàlla vraiment loolu parce que fii amuñu. Nous voulons plus d'aide, un daara moderne, de bonnes écoles. En plus, nous sommes des agriculteurs. Nous voulons aussi des tracteurs pour la modernisation de notre agriculture. Nous demandons au gouvernement de nous aider le plus rapidement possible. dimbali jumtukaay yoo xam ne buñ ko amee dinañu mën a dimbali pour ñu mën a béy maanaam béy moderne bi daal vraiment suñu amee loolu dina baax daal. Ndiama Pakao souffre d'un manque criard d'eau potable. Ndiama dëkk bu mag la dëkk bu mag la te dëkk cosaan. Ndiama Pakao est un gros village, un village historique. Nous avons un problème d'eau. Le forage est construit en 1994. S'il marche une semaine, il tombe en panne la semaine qui suit. Nous sommes obligés de se rabattre vers les puits. Nous demandons l'aide du gouvernement. Les populations de Ndiama Pakao attendent avec impatience la construction d'un forage dans les plus brefs délais. À Kolda, l'association sportive et culturelle Jam Jam remporte le trophée départemental de l'Odecave. La finale opposait l'équipe à celle de l'ASC Plateau. Retour sur le match, c'est avec Abdoulaye Diallo. L'Odecave de Kolda a organisé sa finale départementale du championnat populaire où l'ASC Jam Jam du quartier Sikilo a remporté le trophée départemental. Le derby de cette finale avait opposé le Jam Jam à l'ASC Plateau qui ont été départagés par la fatidique épreuve de tir au but. Je suis très ravi d'avoir cette victoire. Vous avez vu les phases zonales, j'ai perdu en demi-finale. J'ai dit aux gosses, continuons à travailler. Mais malheureusement, parce qu'on avait des enseignants, on avait des joueurs qui étaient partis faire des textes, d'autres sont revenus hier pour jouer ce match aujourd'hui et la chance nous a souri. C'est comme ça. Et je reconnais encore que le Plateau, c'est une grande équipe. Mes coéquipiers et moi, on a fait tout pour gagner la coupe. Donc malheureusement, la coupe maintenant a choisi le camp de Jam Jam. Je dis simplement, on n'a pas démérité. Donc j'encourage l'équipe qui a gagné, l'ASC Jam Jam. On a juste perdu une bataille. On n'a pas perdu la guerre, donc il nous reste donc une coupe à jouer. Donc on doit faire tout maintenant pour redorer le blason avec les supporters. L'appel au fair play lancé par le parrain à quelques heures du coup d'envoi a été bien entendu puisque cette édition 2016 n'a enregistré aucun incident suffisant pour que le parrain Moussa Baldé, par ailleurs président du conseil départemental, salue la mobilisation des jeunes et félicite tous les acteurs pour la réussite de cette fête du football et de la jeunesse. L'édition 2016 de la Coupe départementale de Kolda a vécu. La Coupe a choisi Jam Jam. Je remercie vraiment l'équipe du conseil départemental, le bureau du conseil départemental, tous les conseillers, l'ensemble des populations qui ont répondu massivement à l'appel du conseil départemental pour venir fêter avec la jeunesse coldoise. La fête a été belle, la Coupe a choisi son camp. C'est Jam Jam qui est champion départemental et qui nous représentera probablement l'an prochain au niveau des phases nationales. Une fête qui a enregistré la présence massive des populations du Fouladou. On reste en football avec la 4e journée de la Ligue des Champions. Des équipes ont décroché leur place pour les 8e de finale hier mardi. Entre autres le Paris Saint-Germain, mais pas Barcelone qui s'est fait battre par Manchester City. Retour sur ces matchs, c'est avec Charsadi Boudiara. 4 clubs ont déjà composté leur ticket pour les 8e de finale après 4 journées. 2 d'entre eux sont dans le groupe A. Il s'agit d'Arsenal d'Angleterre qui a pris le meilleur sur Ludogorets, un club bulgare 3-1 avec un magnifique but signé Ozil. Le club anglais est au même nombre de points que son rival dans la poule. Le PSG est allé battre FC Bâle 2-1 grâce à des réalisations de Matuidi et de Meunier. Parisiens et Gunners vont se disputer la première place lors de la prochaine journée. Les 2 autres qualifiés se trouvent également dans un même groupe, le groupe D mené par Atlético Madrid qui a dominé Rostov 2-1, de même que Bayern Munich à Eindhoven face au PSG. Bien placé pour se qualifier, avant cette journée, Barcelone va devoir attendre. Le club catalan a été renversé par Manchester City 3-1. Le club anglais garde ainsi son destin en main.
À l'international, l'actualité nous mène en Afrique du Sud, au Soudan, au Maroc et en Côte d'Ivoire, où le oui pour une réforme de la Constitution l'a emporté à 93% des suffrages suite au référendum de dimanche dernier, et ce, malgré l'appel au boycott de l'opposition. L'actualité hors du Sénégal nous est racontée par Daniel Diouf. Les Ivoiriens ont adopté mardi à une écrasante majorité la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Malgré le boycott de l'opposition, le taux de participation a atteint plus de 42%. La nouvelle constitution ivoirienne a obtenu sans surprise 93,42% des suffrages. Selon le pouvoir, cette nouvelle constitution clarifie les conditions d'éligibilité du président en évacuant notamment le concept d'ivoirité. Ce concept qui obligeait jusqu'ici les candidats à la magistrature suprême à être nés d'un père et d'une mère d'origine ivoirienne. La nouvelle loi fondamentale prévoit également la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat. Le président Jacob Zuma et des ministres fortement impliqués dans le rapport de l'ancienne médiatrice de la République sud-africaine. Le rapport officiel publié mercredi pointe de lourds soupçons de collusion entre l'exécutif et la richissime famille d'hommes d'affaires indiens, soupçonnés d'influencer le président Zuma au point de lui imposer la nomination de certains ministres pour favoriser leurs intérêts. Un autre rapport, celui-ci à l'origine d'un limogeage, il implique le général kényan à la tête de la force de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS. Le général a été limogé mardi, moins de 6 mois après sa nomination. Un rapport très accablant sur le comportement des casques bleus. Il pointe les failles de la force de maintien de la paix onusienne et de ses soldats durant les violences du mois de juillet à Juba, qui ont opposé les rebelles aux forces gouvernementales. D'après le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, l'enquête montre que la MINUS n'a pas répondu de façon efficace à la violence en raison de lacunes de commandement, de manque de préparation et d'intégration au sein des membres de la mission. En réaction, le Kenya a décidé de se retirer de la MINUS. Enfin, la colère est toujours vive au Maroc après la mort atroce d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures à Al-Hoceima alors qu'il tentait de s'opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise par des agents de la ville. Malgré une enquête qui a déjà permis l'arrestation d'une dizaine de personnes, une vague de contestation pacifique a gagné certaines villes du Maroc, Casablanca, Marrakech et Rabat entre autres, où des Marocains émus par des circonstances effroyables de la mort de Moussine Fikri réclament justice et réparation. C'est la fin de cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous laisse en compagnie de Chérif qui assure la permanence.